Le général Mladic, chef militaire des Serbes de Bosnie, de parade au service du rêve d'une grande Serbie, ethniquement pure. Printemps 1992, il prend pour cible Sarajevo, la capitale multiculturelle de la Bosnie. Une conversation radio est interceptée. Et ça n'arrête pas. Sur la ville assiégée, les obus ne cessent de tomber. Dans les rues, les marchés, la barbarie et le cynisme. À la même époque, il s'exhibe aux conférences de paix à Genève en costume cravate, c'est plus respectable, mais le mensonge aux lèvres. Pour notre part, nous avons cessé les hostilités, aux autres de faire de même. Pendant les 3 ans de guerre, il va jouer au chat et à la souris avec les puissances occidentales, les défier. Il prend même des casques bleus en otage et terrorise la population musulmane à coups de viols et de massacres. Jusqu'à la tragédie de Srebrenica en juillet 1995. Cette enclave musulmane se trouve théoriquement sous protection de l'ONU, mais pour le général Mladic, il est temps d'en finir. Ne vous inquiétez pas, promet-il à la population terrorisée en lui distribuant du chocolat avec impudence. Résultat, les femmes et les enfants sont contraints à l'exode, les hommes disparaissent. Le général Mladic et ses miliciens ont les mains libres. 8000 musulmans sont abattus, sans état d'âme, comme le prouve cette vidéo, diffusée 10 ans après. Le général Mladic, ici aux côtés du chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, est inculpé en 1995 de génocide et de crimes contre l'humanité par le tribunal pénal international de La Haye. Il demeure un héros pour beaucoup de ses compatriotes. Morad Aitabouch, vous avez rencontré le Ratko Mladic quelques semaines après le massacre de Srebrenica. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il vous avait parlé de ce massacre au moment de votre rencontre ? Non, jamais directement il n'évoquait le massacre, parce que pour lui, c'était de toute façon un petit épisode. Il n'y avait pas là, clairement, de massacre ou de génocide, comme ça a été prouvé par ensuite. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que c'est vrai que Ratko Mladic, évidemment, qu'il est responsable de ce massacre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu, de la part des Nations Unies, un laisser-faire. Moi, je me souviendrai toujours de cette pancarte à Potocari, qui est là où il y a effectivement le cimetière de toutes ces victimes musulmanes. Et il y a écrit « Nous n'oublierons jamais que Srebrenica était une zone protégée par les Nations Unies. Ouais. » Voilà, c'est vrai qu'une zone protégée, une enclave protégée par les Nations Unies. Ratko Mladic, de toute façon, c'était clair que de toute façon, on n'aurait pu l'arrêter. On savait que de toute façon, il avait une intention clairement définie qui était de massacrer. Est-ce que les Nations Unies, est-ce que les grandes puissances... Ce que vous dites. Alors, Richard Holbrooke, malheureusement décédé, qui ne pourra pas aujourd'hui répéter ce qu'il avait dit, mais Richard Holbrooke avait dit de toute façon, il fallait pousser Ratko Mladic à la faute. C'était dire, montrer tel qu'il était, c'est-à-dire cette personnalité qui avait qu'une envie, c'était de rendre la Serbie, la grande Serbie, et donc il était prêt à tout. Donc on le savait, un peu on a sacrifié Srebrenica pour finalement derrière l'acculer. Mais il y a eu ce sacrifice de milliers de personnes innocentes. Il y a une image qui est terrible quand Ratko Mladic arrive et tapote comme ça la tête de cet enfant. Tous les hommes qui sont là vont tous mourir. Moi, j'ai rencontré Akija Usenovic, dont plus personne ne parle aujourd'hui, qui est le seul survivant du hangar de Kravica. Il raconte, on a tous été concentrés dans ce hangar, ils ont fermé les portes, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé des grenades à coups de bazooka à l'intérieur. Et lui, il est le seul survivant. Pourquoi ? Parce qu'il s'est caché sous les corps. Sous les corps. Donc, voilà, il faut imaginer la vie de ces gens. Et j'insiste aussi, parce que le procès de Radovan Karadzic et d'autres, il n'a jamais pu y assister. Lorsque le général Korstic a été condamné à La Haye, malheureusement, Usenovic n'a pas pu témoigner sur place, parce qu'on avait enregistré donc son témoignage et on n'a pas pu lui permettre d'entendre et donc de faire le deuil. Aujourd'hui, il vit, sa fille est morte, sa femme évidemment est traumatisée, son autre fille est handicapée à vie parce qu'elle a aussi été victime d'un bombardement. Il vit avec une vache. Voilà ce qu'il nous avait raconté. Alexis Aitabouch, je suis entièrement d'accord avec vous, mais là encore, il y a
Ça a été le cas dans beaucoup d'endroits et de tous les côtés. La question fondamentale. Mais là, on parle de la personnalité de Ratko Mladic. Là, je reste sur la personnalité. Alors justement, Alexis, on dit que c'est un personnage charismatique. Est-ce que c'était le cas? Le dernier sondage à Belgrade avant-hier dit que 57% des Serbes le considèrent encore comme une idole. De la même façon que les Croates. Une extradition à plus de la moitié. Et donc la question depuis 15 ans, c'est qu'ont fait les différents gouvernements serbes? C'est ça la question. Parce que la question, il est évident qu'en filigrane, il y a eu une sorte de collaboration. Et, alors les historiens travaillent là-dessus, mais pourquoi est-ce que pendant quelques années, ça servait les intérêts, je ne sais pas de qui? Donc c'est 16 ans de cavale quand même. Mais oui, mais justement, on l'a dit à un moment donné en Russie, il est revenu en Serbie. Peut-être qu'il faut préciser que la France a été aussi dans ce cadre-là, j'allais dire, d'une grande hypocrisie. C'est-à-dire qu'effectivement, si on revient encore une fois au passé et à l'histoire, le cri de Victor Hugo, enfin, il y a cette espèce d'alliance objective entre les Serbes et les Français. Dans l'armée française, il y avait une certaine forme de complicité, d'alliance objective en tout cas. En tout cas, la reconnaissance d'un compagnon d'armes, ça c'est clair, nous l'avons vu, entre certains militaires français et Ratko Mladic ou d'autres, c'est-à-dire l'idée aussi, là encore l'histoire, c'était l'alliance pendant la Première Guerre mondiale entre la France et la Serbie et que au fond, on avait mieux à faire à discuter avec un militaire de haut rang comme l'était Ratko Mladic, qu'avec ces sans-culottes de Bosniaques qui étaient parfois issus du trottoir, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils se sont comportés de manière totalement innocente. Ils sont bombardés par française. Non, mais je suis pas... En 94. Ils sont bombardés en 94 et en 95. Non, attendez. Je pense que c'est une vision un peu caricaturale, cette idée de discuter avec Mladic plutôt qu'avec les autres. Non, on a caricaturé la position de la France, effectivement, au début. Mais c'est faux. Moi, je peux vous dire, j'ai fait une enquête sur les 2 pilotes dont l'avion avait été abattu par les forces serbes. Ratko Mladic récupère ces 2 pilotes et dit, contre une poignée de main avec le général Douin, qui était à l'époque le chef d'état-major, d'ailleurs le film s'appelait comme ça, pour une poignée de main, il voulait une reconnaissance internationale et surtout, il voulait une reconnaissance des Français. Combien de fois j'ai dû trinquer avec Ratko Mladic et ses hommes à l'amitié franco-serbe. C'est une réalité. Lui avait besoin de reconnaissance. Dans les faits, non. Et je disais que même avec l'ONU, il s'entendait très bien avec le général Morillon. Je lisais, le général Morillon est considéré par quelques musulmans Srebrenica comme un traître parce qu'il a donné sa parole de général, ce qui est quand même énorme. Qui ne partirait pas de la zone protégée. Bien sûr, c'est ce que je dis. Attendez, on va laisser parler Simon Rico. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le général Morillon et pour ce qu'il a fait. Pour les casques bleus à l'époque. C'est ça, oui. En fait, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, ça sert de déclencheur. Srebrenica, la guerre, curieusement, se règle d'un coup. D'un coup, hop, il y a l'opération Tempête en Croatie. Il récupère, voilà. Mais c'est effectivement, mais les casques bleus se sont retrouvés pris au piège, on l'a répété X fois, mais c'est vrai. On va rejoindre Laurent Rouy à Belgrade, qui est avec nous dans ce débat. Laurent, on l'évoquait à l'instant avec nos invités, comment cette arrestation a-t-elle été vécue en Serbie? Est-ce qu'il y a une certaine indifférence? Finalement, le temps a passé et la Serbie tourne aujourd'hui une page, regarde vers l'avenir, ou au contraire, est-ce que Mladic est encore vu comme un héros en Serbie? Alors, ce qu'on pourrait dire paradoxalement, c'est que un peu l'opinion que les Serbes ont de Mladic, c'est aussi un peu un baromètre de l'état social du pays. Aujourd'hui, la Serbie est un pays en crise. Il y a beaucoup plus de chômage, donc le gouvernement est accusé de ne pas faire son travail. Mladic, c'est plutôt une idole des nationalistes, donc de l'opposition au gouvernement, donc le mécontentement au gouvernement augmente, le soutien au général Mladic augmente. Il y a quelques années, la situation était meilleure avant la crise, il y avait moins de soutien pour le général Mladic. J'ai envie de dire que pour la population serbe, il y a vraiment eu une coupure. La coupure, c'est celle de 2005. Quand on découvre le film de l'exécution de Ternovo que vous avez diffusé il y a quelques instants, où on voit ces images où des soldats fusillent des gens qui ont les mains attachées dans le dos. Et là, à ce moment-là, il y a une prise de conscience très large au sein de la population qu'il y a effectivement, à Srebrenica, il y a eu un massacre. Et alors là, ça a posé un problème, ça a remis en cause, pas seulement le général Mladic, mais aussi une partie de la vision de la guerre de Bosnie. Alors évidemment, pour beaucoup de Serbes, il y a également eu des victimes côté serbe. Il y a eu une guerre avec donc
des échanges de coups de feu, donc des Serbes, des combattants, des civils sont morts également. Et dans la région de Srebrenica, on a tendance à penser facilement qu'en fait, le massacre de Srebrenica, ça a été une vengeance pour toutes les exactions qui ont été commises, qui étaient plus petites, mais qui ont fait quand même un grand nombre de victimes sur la durée de la guerre dans cette région-là. C'est très difficile de savoir ce qui s'est passé à Srebrenica. Ce qui est sûr, c'est que ça a été organisé. Il y a eu des bulldozers pour creuser des fosses communes, il y a eu des grues pour changer les fosses communes d'emplacement, donc il y a de l'organisation. En revanche, on n'a aucune preuve sur une question la préméditation. Une question, Laurent, qui est quand même importante. L'arrestation de Ratko Mladic ouvre les portes aujourd'hui à la Serbie, justement vers une aide européenne qui va être maintenant beaucoup plus libre, parce que jusque-là, c'est vrai que Carla Del Ponte, qui est l'ancien procureur, liait carrément, j'allais dire, l'aide de l'Europe à l'arrestation de Ratko Mladic. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un verrou qui vient de sauter. Laurent, il y a aussi une question qui se pose, et je voudrais savoir si on a entendu Tomislav Nikolic, qui était le leader de l'opposition nationaliste et qui s'est récemment rallié à l'option européenne. Qu'est-ce qu'il a dit de l'arrestation de Mladic? Tout à fait. Tomislav Nikolic a seulement évoqué sa surprise. Il dit « j'ai été surpris et je me demande pourquoi Ratko Mladic a été arrêté maintenant ». Donc une position extrêmement modérée. Tandis que du côté du parti radical serbe, donc vraiment les nationalistes durs, il y a une volonté d'organiser une manifestation, ils disent pacifique, dans quelques jours, de soutien à Ratko Mladic, ou plutôt une manifestation d'opposition à son arrestation. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Il y a un soutien toujours à Ratko Mladic. Ces mêmes nationalistes avaient dit, après l'arrestation de Radovan Karadzic, qu'ils allaient faire une grande manifestation. On avait même dit qu'il y aurait des représailles. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien eu. Gauthier Ribinski. Il y a eu une manifestation importante après l'arrestation. Il y a eu un mort. Gauthier, il y a eu des bagarres avec la police, il y a eu des saccages en ville. Il n'y a eu rien à côté de ce qu'on attendait et de ce qu'on nous avait promis. Merci Laurent Rouy. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la personnalité, Gauthier, de Ratko Mladic. C'est un homme, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui avait quand même une revanche à prendre. Il y a d'abord une histoire personnelle qui est extrêmement douloureuse, qui n'excuse absolument rien, ne justifie rien, mais qui est celle de l'assassinat de son père en 1945 par précisément des membres de ce régime Ustashi, pro-nazi croate, dont je rappelle qu'ils avaient créé, en fin de compte, le premier camp d'extermination en Europe, qui était le camp de Jasenovac, où il y a à peu près 1 200 000 personnes, dont beaucoup de Serbes et de Juifs qui ont perdu la vie. Donc il y a là un élément qui est extrêmement douloureux et assez vite finalement Ratko Mladic va emboîter le pas. Son père était communiste et puis arrive l'époque titiste et il se dit finalement l'histoire elle se rattrape comme ça, elle se rattrape à travers l'armée. Ne pas oublier non plus que dans la Yougoslavie titiste, chaque citoyen est un citoyen en armes, hein, puisque il y a cette réalité qui est extrêmement perçu de manière très intime chez les Yougoslaves, comme on dit à l'époque, c'est qu'ils se sont libérés par eux-mêmes et entièrement par eux-mêmes de l'oppression nazie. Voilà un petit peu le bain, j'allais dire, le premier bain dans lequel Ratko Mladic, lui... Sans oublier la période ottomane, puisque moi, à plusieurs reprises, Ratko Mladic m'en a parlé comme quelque chose qui l'avait marqué, qu'il marquait encore. 6 siècles de présence ottomane. 6 siècles de présence ottomane, c'est ça. Qui ont laissé quand même qui ont laissé ce système un peu régionaliste, hein, où il y a énormément de fractionnement entre régions. Et puis aussi ce système multiethnique. Simon Tricot, ce que je voudrais savoir, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat, est-ce que les Européens, évidemment, se sont félicités de l'arrestation de Ratko Mladic? Est-ce que ça veut dire que la Serbie a gagné ce soir son ticket d'entrée dans l'Union européenne? Non, sûrement pas, mais en tout cas, elle a fait un premier pas pour acquérir le statut de candidat que Boris Tadic voulait obtenir avant la fin de l'année 2011. À quel prix? C'est une question. Mais en tout cas, il y a un verrou qui a sauté. Voilà. Oui, évidemment, c'est un verrou. C'était un préalable. Après, il faut respecter les critères de stabilité, etc., qui sont d'autres critères et qui sont très importants. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la coopération avec le pays. Voilà, mais c'était un préalable essentiel. Ils ont livré, en l'espace de 10 ans, 44 criminels de guerre, les gouvernements serbes. L'autre condition, rappelez-vous, à l'élection de Boris Tadic il y a 3 ans, c'était une coopération très forte pour l'intégration européenne. C'était vraiment d'aller encore plus loin dans la recherche des... Non mais voilà, on demandait une collaboration pleine et entière. Troisième condition, c'était le Kosovo. C'était le Kosovo. Or, c'est un énorme échec de Boris Tadic. Et moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça. L'opinion serbe
a voté pour Boris Tadić en 2007, et je me souviens du mot d'un grand écrivain qui a dit on ne peut pas voter de façon aussi schizophrène, à la fois perdre un embryon de son territoire, c'est-à-dire le Kosovo, comme pour nous l'Auvergne, et en même temps rentrer en Union européenne. Mais est-ce qu'aujourd'hui le salut de la Serbie ne passe pas par l'Europe, quoi qu'il arrive? Non, pas forcément. En fait, il y a des pôles émergents. L'Empire ottoman, les Turcs, les non-alignés et l'Union européenne. La Turquie se replace très bien. Boris Tadić a fait 3 voyages en Turquie. Aujourd'hui, pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont économiques, ils n'ont pas. Il y a la Russie, ils n'ont pas 50 ans. Il y a la Turquie. Franchement, la Russie, malheureusement, on l'a bien vu pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Oui, les Russes étaient derrière parce que cette espèce de rapprochement orthodoxe. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire aujourd'hui que Poutine soit derrière. Non. Alors, je voudrais qu'on termine ce débat sur la... Et l'économie serbe est entièrement soutenue par l'économie russe. Le gazoduc South Stream passe par Belgrade. Il y a eu injection très forte de la part des grands entrepreneurs russes. South Stream. Bien sûr, mais il y a injection très forte. Donc la Russie, non, mais s'il fallait laisser tomber la Serbie, la Russie, c'est pour ça que l'Europe joue un jeu dangereux en attendant, en repoussant plus loin la Serbie. Et je voudrais qu'on termine sur Alexis Trout, je voudrais qu'on termine sur la justice internationale. Moi, je pense que c'est ça. Je voudrais qu'on termine sur la justice internationale. Ça fait 3 ans que Karadzic a été arrêté. Il assure lui-même sa défense. C'est un procès qui traîne en longueur. On a vu que pour Milosevic aussi, malheureusement, il est décédé. Entre-temps, ça va être sans doute très long aussi pour Mladic. On critique beaucoup la lenteur de cette justice internationale. Mais finalement, est-ce que cette justice ne peut pas amener finalement à faire réfléchir les dictateurs? Non, aucunement. Non, aucunement. Puisque regardez, Milosevic est mort. Parce que maintenant, on a quand même beaucoup de chefs d'État, soit qui étaient en exercice, soit qui sont aujourd'hui à c'est toute la question. Alors que la Serbie a livré ses criminels de guerre à un tribunal pénal international, on n'a pas demandé ça aux Cambodgiens, on n'a pas demandé ça au Sierra Leone. Et je pense que le devoir de mémoire et le devoir de réflexion pour un peuple se fait localement. Il faut respecter la souveraineté des peuples. Et tant qu'on pensera qu'une justice se fait très loin, moi j'étais à la haie, c'est quand même saisissant. Vous êtes accueillis par des gens en anglais, tout se fait comme dans une sorte de justice soft, très... les limites de la justice on a des choses très concrètes qu'on a dit tout à l'heure. Les limites, très franchement, de la justice internationale, c'est que malheureusement aujourd'hui, la Cour pénale internationale qui existe n'est pas reconnue par les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur quelque part à un moment ou à un autre qu'on puisse poursuivre George Bush. Non, mais le TPI de toute façon va disparaître par les États-Unis. Non, a été créé par le tribunal pénal international à partir du moment où les procès en appel de Karadzic et de Mladic seront terminés. Le tribunal pénal international fermera ses portes. Malheureusement, l'appel est relancé. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau pour cette émission spéciale. Nous parler donc de l'arrestation de Ratko Mladic. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures en images. À tout de suite.